Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture en direct de la canicule du mois de septembre. Et aujourd'hui, je vous amène une vidéo qui, je pense, va non seulement vous plaire, mais aussi vous être extrêmement utile. À chaque fois que je couds, il y a souvent des moments où est-ce que je vais venir donner des petits trucs par la bande, surtout dans les cours haute couture. Et aujourd'hui, je vous ai fait mon top 5 des trucs que soit je répète le plus souvent ou qui sont selon moi le plus utiles. Donc aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des trucs haute couture et ces 5 trucs vont définitivement améliorer votre game de couture. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, c'est le moment. Si vous vouliez passer de débutant à intermédiaire, d'augmenter votre niveau, bien c'est en appliquant ces 5 trucs qui, je crois, va pouvoir vous aider. Naturellement, quand on est considéré comme étant débutante, on a quand même un bon bagage de connaissances, que ce soit pour la machine, les aiguilles. On commence à se faire la main. Pour ce qui est des tissus, ça reste probablement un des sujets les plus difficiles et des plus vastes à explorer dans le monde de la couture. Mais je pense qu'on est rendu avec une certaine bonne base. Eh bien, avec les 5 trucs que je vais vous donner aujourd'hui, je pense que ça va vous permettre de monter d'un cran, pour pas faire un mauvais jeu de mots, parce qu'un des trucs, c'est par rapport à cranter. Je pense que ça va vraiment monter d'un cran votre niveau de couture et vous aider à avoir des projets bien finis, propres et de très bonne qualité. Le premier truc que je veux vous donner, c'est un truc que je pense, j'ai déjà parlé ici sur la chaîne, en fait je suis pas mal certaine, mais je l'explique ou du moins je l'utilise quand même très souvent durant les cours. Et là ce matin, j'ai filmé mon vidéo d'un coussin courte pointe et j'ai pu filmer un bout pour vous expliquer ce truc-là. Le premier truc donc, c'est comment aligner vos jonctions. Que ce soit lorsqu'on vient aligner nos jonctions au sous-bras, que ce soit lorsqu'on vient aligner nos jonctions quand on coud la fourche. Et là, je donne ces deux exemples-là parce que c'est une place où est-ce qu'on a une jonction en T, en X. On veut bien venir aligner ces jonctions-là. C'est pas nécessairement ce qu'on voit le plus, mais je pense qu'il y a bien juste des couturières qui peuvent comprendre la satisfaction d'avoir bien aligné malgré tout ces jonctions-là. Mais si vous voulez un jour faire certains projets, que ce soit des projets de courte pointe ou autres, et qu'on peut voir la jonction, quand elle est bien faite, c'est merveilleux. Et des fois, on peut avoir des découpes aussi naturellement dans certains de nos projets. Et si on s'amuse avec du color block, avec des blocs de couleurs dans certains projets, eh bien, on va voir encore plus nos jonctions quand ils sont bien réussis, mais aussi quand elles ne le sont pas. Donc, c'est quoi le truc de comment bien aligner les jonctions? Tout simplement, ça va vous prendre une bonne épingle. Du moins la bonne épingle, tout dépendant du projet que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, je cousine dans quelque chose de quand même épais. Donc, mes petites épingles à tête de verre, multicolores, c'est mes petites épingles, qui sont tellement petites que je ne pourrais pas vous les montrer. Eh bien, ces petites épingles-là vont être vraiment parfaites pour aujourd'hui. Si c'est quelque chose de quand même très rigide ou de très épais, vous pouvez aller avec ça. Mais des fois, on peut, là, moi c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les deux genres d'aiguilles. J'ai celles qui sont un petit peu plus grosses. En boutique, c'est les aiguilles à tête de verre blanche. J'aime bien jouer un peu avec ces deux-là. L'important quand on va venir faire cette technique-là, c'est de regarder sur l'endroit où on a notre jonction. Moi, pendant que je faisais le coussin, j'avais des jonctions très précises, donc c'était peut-être plus facile. Si vous n'avez pas nécessairement de jonction précise, du moins, il va falloir piquer l'aiguille pile où est-ce qu'on a notre couture et à la distance de notre valeur de couture du bord. Donc, j'ai un échantillon avec moi. Quand je vais venir coudre, mon épingle va venir ressortir pile dans ma couture et à la distance de ma valeur de couture. Dans l'exemple ici, que ma valeur de couture serait à 1/2 pouce, je viens piquer dans ma couture à 1/2 pouce du bord. Ensuite, je vais venir rechercher mon autre pièce de tissu à laquelle je veux venir coudre ça. Toujours avoir pressé préalablement naturellement. Et je vais venir repiquer à la même place, c'est-à-dire à 1/2 pouce du bord dans ma couture. Donc, à 1/2 pouce du bord dans ma couture. Fait, je vais avoir l'aiguille qui passe exactement là où est-ce que je vais vouloir coudre à 1/2 pouce et aligner mes deux coutures que je veux venir coudre ensemble.
Mon épingle passe donc part en barre, là où est-ce que je veux qu'elle passe, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir venir, comme dans n'importe quelle bonne couture, venir placer mon épingle en place, épingler mon projet ensemble. Et là, très, très, très important, quand je vais venir coudre jusqu'à mon épingle, laisser mon aiguille plantée pile où est-ce qu'il y a mon épingle, retirer mon épingle et ensuite coudre jusqu'à l'autre côté. Je veux donc garder l'épingle que je viens d'épingler jusqu'à la dernière minute possible. Il y en a même qui vont la laisser là et qui vont juste coudre par-dessus. Personnellement, je ne suis pas une grande fan de cette méthode. Tout le monde a sa propre méthode. Fait que, rendu là, peu importe, mais qu'est-ce qui est important, c'est de laisser l'aiguille le plus longtemps possible pour que quand on va venir avancer à la machine, l'épaisseur du haut ne va pas se déplacer vers moi et l'autre va juste rester à la bonne place, ce qui va faire en sorte que je vais avoir un petit dénivelé dans ma jonction. Des fois, c'est pas beaucoup, des fois, c'est 1/8, des fois, c'est plus, puis des fois, juste même 1/8, on va voir la différence. Fait que si on vient se piquer pile où est-ce qu'on veut que nos deux tissus se rencontrent, là où est-ce que je vais venir coudre, donc sur ma valeur de couture, si je m'épingle les deux à la bonne place et que je laisse mon épingle le plus longtemps possible, je vais avoir à coup sûr l'épingle de la bonne façon. Et là, oui, naturellement, comme je disais, quand c'est la jonction sous-bras ou la jonction à la fourche, c'est le fun pour nous parce qu'on sait que ça a été bien fait, mais lorsqu'on a une découpe, par exemple, sur le devant d'un coton watté ou d'un chandail et qu'on joue avec les couleurs, ça peut vraiment, vraiment être extrêmement satisfaisant d'avoir réussi cette jonction à la perfection. Mon deuxième truc, et ça, je suis pas mal convaincue de n'en avoir jamais élaboré. Sur ce truc, je pense que j'ai effleuré, mais j'ai pas nécessairement élaboré. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire avec vous et c'est la différence entre cranter en ligne et cranter en V. Et non seulement la différence, parce que le nom l'indique pas mal, mais surtout quand utiliser laquelle des techniques. Quand je dis cranter en ligne, eh bien je viens ploup, avec la pointe de mon ciseau, cranter tout simplement. Ça ressemble à l'écran qu'on va venir faire quand on vient découper nos vêtements puis qu'on vient faire nos crans dans le patronage. C'est en ligne droite. C'est à peu près de la même longueur que la valeur de couture. J'aime bien le faire juste un petit peu moins, mais alors là, de 1 mm, juste pour pas affaiblir trop ma couture. Et cranter en V, eh bien, c'est d'enlever un V dans le tissu. Et pourquoi et quand on va venir ça? Eh bien, c'est que la plupart du temps, ça va être dans des formes. Quand on est en train de coudre des têtes de manche ou des encolures. On a donc une courbe, oui, il faut que je pense, concave et une courbe convexe. Donc, une qui va vers l'extérieur, une qui va vers l'intérieur. J'ai donc mes deux petits exemples ici. Par exemple, que j'ai mon encolure et par exemple que j'ai ma tête de manche. Et là, naturellement, la tête de manche, c'est comme si on venait coudre une convexe dans une concave, mais on garde en tête que c'est quand on a ce genre de courbe-là. Donc, une courbe vers le haut, vers l'extérieur. Une courbe convexe. Donc, quand est-ce qu'on vient utiliser laquelle? Eh bien, dans la courbe concave, on va venir cranter en ligne droite et dans la courbe convexe, on va venir cranter en V. Parce que la différence est quand même légère, mais très importante. Donc, dans la courbe concave, on va remarquer que notre courbe, la partie de notre courbe vers l'intérieur de notre valeur de couture a moins de superficie que vers l'extérieur de notre valeur de couture. Ça veut dire que quand on va venir retourner ça ici, il va manquer d'aisance, de place dans notre valeur de couture pour pouvoir reprendre la même distance, superficie, la même ampleur que ce qu'on a vers l'intérieur de notre projet, donc de l'autre côté de notre couture. Ce qui fait en sorte que si on vient cranter en ligne, on va donner l'aisance nécessaire à notre valeur de couture pour s'épandre de la bonne façon, pour vivre sa meilleure vie de valeur de couture. Donc, on va pouvoir venir cranter en ligne droite. Je vais vous montrer très concrètement tantôt qu'est-ce que je veux dire par là. Et la courbe convexe, eh bien, c'est le contraire. Elle a beaucoup plus, si on vient calculer, là, elle a beaucoup plus de longueur vers la valeur de couture comparée à l'intérieur. Fait qu'elle, quand on va venir la retourner, toute la valeur de couture va comme tout venir se compacter ensemble pour essayer de rentrer là où est-ce qu'elle veut rentrer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est enlever de l'ampleur dans notre valeur de couture pour qu'elle puisse bien rentrer à l'opposé, donc de l'autre côté de notre couture. En venant cranter en V, en enlevant complètement un morceau, eh bien, on vient enlever l'ampleur de notre valeur de couture qu'elle a de plus que de l'autre côté, et ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir venir toute
se replacer et on va avoir quelque chose de tout plat. Je vais aller vous montrer exactement qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, par exemple, on commence avec la courbe convexe, la courbe concave. Si je veux la retourner de l'autre côté, après ça, je viendrai la presser. Ça tire un peu partout. Je ne suis pas capable de bien venir l'appuyer. Je pourrais la forcer en venant la presser, mais honnêtement, ça ne va pas être parfait, ça ne va pas être bien à plat. Et si on regarde de l'autre côté, notre tissu, il commence à être un petit peu au bout de ce qu'il peut me donner. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cranter. Et là, ça vous prend un ciseau qui a une excellente pointe, qui coupe très bien. Et je vais venir créer des petites lignes. On se rappelle que dans la courbe concave, je vais venir couper en ligne droite. Je vais faire un petit cran tout simplement. Et je vais y aller dans le plus fort de la courbe. Là, ici, je n'ai plus vraiment besoin. C'est suffisant. C'est juste ça que je veux faire. Ce qui va faire en sorte que maintenant, eh bien, ma courbe, non seulement elle va être super belle, mais mon pressage va être beaucoup plus facile. Je pourrais aller justement presser ça. Fait que j'ai une belle courbe. Puis là, la meilleure façon de vous montrer qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, ce que j'avais coupé en ligne droite seulement, j'y ai pas touché. Ce que j'ai coupé seulement en ligne droite est devenu ouvert parce que c'est ce qu'il y avait besoin pour être capable d'être bien à plat une fois pressé, donc bien à plat une fois qu'il va être sur notre corps. Le V va faire le contraire. Ce qu'on s'en va faire pour le convexe, celle-là ici, c'est que si je viens retourner sur l'endroit, premièrement, je vais vraiment avoir de la misère à avoir une belle courbe. Et en plus de ça, à l'intérieur, on voit que mon tissu, on dirait que c'est comme plus où se mettre. Il vient gondoler, il vient onduler parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour être bien à plat. Ce que je vais donc venir faire, avant de venir retourner mon projet, ça va être de venir encore une fois au plus fort de ma courbe, venir couper en V. Et là, on n'est pas obligé de faire les plus beaux V au monde. Je suis peut-être à 1-2 mm de ma couture. Je ne veux pas être trop proche parce que je ne veux pas venir affaiblir. Je vais m'essayer de retourner. Si ce n'est pas suffisant, je vais en faire d'autres. Et une fois que je vais venir me retourner et presser, je vais avoir une belle courbe. Je vais naturellement pouvoir aller presser ça. Mais tout de suite, on va voir... Je ne sais pas si on va être capable de bien le voir vu que là, on est comme à l'intérieur. Mais nos V vont s'être refermés. Bon, j'ai un petit peu plus de difficulté de vous le montrer. Je vais aller presser avant. Fait que le tissu tantôt qui ondulait pour essayer de se trouver de l'espace est bien à plat partout sur ma valeur de couture. Et ça évite également d'avoir naturellement de l'épaisseur à une place qui habituellement, si on n'avait pas fait en V, on aurait eu beaucoup d'épaisseur. Donc, quand on a une courbe qui ressemble à une encolure, donc une courbe concave, on veut venir donner de l'espace dans notre valeur de couture pour pas que ça tire. Et quand on a une courbe convexe comme une tête de manche, on veut venir cranter en V pour éviter d'avoir un surplus de valeur de couture dans notre vêtement. C'est la différence entre les deux. C'est la distinction à faire entre ces deux techniques de cranter et de couper en V. Mais les deux sont super importantes parce qu'après avoir pressé, ça va vraiment faire une différence marquée. Ça va paraître et ça va faire des courbes impeccables à tous les coups. Mon troisième truc, c'est dans la même règle, dans le même ordre d'idée que cranter en V ou cranter en ligne droite, dans le sens où est-ce qu'on va venir jouer dans nos valeurs de couture. Quand on va venir coudre quelque chose de plus épais, que ce soit genre le Billy puis qu'on est dans du lainage, ou soit qu'on est en train de coudre du jeans, donc on est en train de coudre dans du jeans ou du denim, on va avoir plus d'épaisseur. Et parfois, je reviens aux jonctions, par exemple sous bras, on serait en train de faire une veste de jeans ou bien on est en train de faire un pantalon, on va avoir des jonctions comme sous bras et fourche, où est-ce qu'on va se retrouver à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 valeurs de couture dans du jeans. C'est considérable, c'est vraiment, vraiment épais. Naturellement, on va presser d'un bord et de l'autre. On va éviter d'envoyer toutes nos valeurs de couture du même bord. On peut même, j'ai une vidéo pour vous montrer comment coudre dans plusieurs épaisseurs. On peut donc même utiliser le marteau. Si ça vous intéresse, vous êtes curieuse de savoir c'est quoi la technique du marteau, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Mais il y a d'autres choses qui est important à faire. Et je crois que j'ai effleuré le sujet le mois dernier quand je vous ai parlé de mes outils coup de cœur et je vous ai parlé de mon ciseau pour appliquer. Le prochain truc, c'est réduire nos valeurs de couture et honnêtement, ça vient complètement changer la donne. Je vous ai montré comment l'utiliser
Pourquoi en ce moment c'est important? C'est que quand on coud dans du jeans et on a nos valeurs de couture, quand on les envoie toutes du même bord, on se retrouve à avoir, oui, naturellement, 2 valeurs de couture du même côté. Donc, à une certaine place, on va avoir 3 épaisseurs de tissu, on va avoir le vêtement en tant que tel, et les 2 valeurs de couture. Et les 2 valeurs de couture viennent se rejoindre à la même place parce qu'on a cousu bord à bord à 5/8 de pouce, 1,5 cm ou 1 demi-pouce, 1,3 cm. Il y a toute la même épaisseur à la même place. Et c'est ce qu'on veut éviter dans certains projets, comme le jeans, comme les vestes, comme les manteaux qui sont plus épais, à bien des moments. Donc, ce que je veux faire, c'est de réduire mes valeurs de couture. Bien souvent, on la réduit tout de go de moitié, ou du moins, on en enlève un quart de la valeur de ce qu'on a, pas nécessairement un quart de pouce, mais un quart de la valeur. Donc, on vient enlever une petite slice, une petite languette à notre valeur de couture. Et ça, on peut le faire d'un bout à l'autre. Mais avec la réduction, quand on réduit nos valeurs de couture, on va réduire une des 2 de nos valeurs de couture. Donc, pas les 2, on va réduire une des 2. Par exemple, que je viendrais la réduire de moitié. Ce qui va faire en sorte qu'ensuite, quand je vais venir ouvrir et presser, mes 2 valeurs de couture ne vont plus être à la même place, mais vont être en dégradé. Et c'est ce dégradé-là qui va venir nous sauver la mise et qui va enlever l'épaisseur qui va se retrouver à la même place. C'est bien pour quand on vient coudre, mais c'est bien aussi quand on vient presser, quand on presse nos valeurs de couture et qu'on a beaucoup d'épaisseur à la même place, ça vient créer un genre de dénivelé, puis on le voit dans notre vêtement. En faisant ça, on vient adoucir l'épaisseur, on vient adoucir le dénivelé qui se retrouve dans notre valeur de couture, ce qui fait en sorte que, de 1, ça va être moins épais quand on va venir coudre, et de 2, on ne va pas le voir quand on va venir presser. Et pour cause, celle-là ici, c'est celle que j'ai pas réduite. On voit où est-ce que ma valeur de couture arrête. C'est celle qui n'a pas été réduite. Donc, on voit où est-ce que ça a comme créé un pli dans mon pressage. Et quand je regarde dans celle que j'ai réduit la valeur de couture, on n'a pas ce pli-là. Donc, oui, visuellement, esthétiquement, c'est déjà plus plaisant. Mais en plus, quand on va venir coudre, eh bien, ça va être moins épais à la même place, tout au même endroit. C'est ce qui est quand même très intéressant à venir travailler. Fait que dans certains moments, réduire nos valeurs de couture, ça vaut vraiment la peine. Des fois, on les réduit tout de go, les 2 en même temps, si c'est pas épais, des fois, ça peut valoir la peine, mais quand c'est épais, on vient réduire nos valeurs de couture en dégradé pour éviter d'avoir des problèmes en bout de ligne. Et là, mon 4e point, chaque brique est un conseil, bien mon point 4, c'est le mortier qui vient tout à venir ça en place. Une longue marche pour une gorgée d'eau, vous direz ce que je suis en train de dire? Oui, en effet. Mais tout ça pour dire que le point numéro 4 doit être appliqué dans tous les projets. Dans toutes les étapes que je viens de faire, il y a une chose que j'ai faite à toutes les fois. C'est quoi? Oui, j'ai pressé à toutes les fois. J'ai pressé quand je suis venue, avant de venir mettre mes jonctions ensemble. J'ai pressé quand je suis venue retourner, que j'avais cranté en ligne droite ou bien en V. Et j'ai pressé quand je suis venue réduire mes valeurs de couture. À toutes les étapes, j'ai pressé. Peu importe, n'importe quel projet que vous allez vous installer à faire prochainement, que vous allez aller à la machine à coudre, vous allez devoir presser. Mettez-moi au défi de trouver un... Ok, c'est pas vrai. Je viens de mettre moi-même au défi. Il y a un moment où est-ce que je ne presse pas et c'est quand je pose un fermoir invisible parce que j'aime bien que mon tissu, justement, soit un peu bombé pour venir camoufler davantage mon fermoir invisible. C'est un des seuls moments, il doit y avoir d'autres moments où est-ce que ça s'applique, mais que je ne presserai pas délibérément. Il y a des moments où est-ce que je presserai pas, mais c'est parce que je suis paresseuse. Mais habituellement, on doit presser à tout coup. On doit presser à toutes les étapes. On ne doit pas surpresser parce que des fois, ça vient abîmer nos tissus. Il y a des tissus qui n'aiment pas être pressés, donc ça va être important d'utiliser la pâte mouille. On va presser tout le temps. C'est important d'avoir un fer, idéalement d'avoir un bon. C'est important d'avoir de l'eau dedans, d'utiliser la bonne chaleur selon le tissu qu'on est en train d'utiliser, de faire attention de ne pas passer par-dessus certains outils de marquage qui n'aiment pas se faire toucher par la chaleur. Mais peu importe ce que vous êtes en train de faire, et quasiment peu importe le tissu que vous êtes en train d'utiliser de coudre, vous allez devoir presser. Et croyez-moi, si vous prenez le temps de presser à chaque étape, vous allez voir un changement considérable dans la qualité des vêtements que vous allez faire, des projets que vous allez faire.
Je sais, c'est pas toujours le fun parce qu'on n'a pas toujours envie de se lever, honnêtement, puis je vous comprends, moi ça peut m'arriver si j'ai tout à ma machine et que je suis confiante de qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai juste envie de tout coudre, puis après ça d'aller presser, ça vaut la peine de presser entre chaque étape. Il y a des moments où est-ce que c'est crucial, que ce soit pour les têtes de manche ou bien pour les encolures, mais honnêtement, ça vaut définitivement la peine de presser à chaque étape. Du moins, quasiment à chaque étape. Le 5e point, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus plate. Parce que c'est celui qu'on skip tout le temps. Présente compagnie inclus, c'est probablement la chose que je skip le plus. Mais c'est quelque chose qui m'a inspiré une vidéo au mois d'octobre. Donc, on reste à l'affût. Et j'ai nommé « Faire une toile pour avoir la bonne taille ». Avoir la bonne taille d'un vêtement qu'on fait à partir d'un patron acheté ou un patron qu'on fait nous-mêmes, c'est très difficile de trouver la bonne taille. Des fois selon le style, des fois selon le tissu, ça va être plus compliqué. Il faudrait faire une toile, pas à tous les coups, mais le plus souvent possible. Et pas pour tous les projets, mais pour certains projets en particulier. Que ce soit pour les jeans, pour les maillots de bain, même pour les chemises, ça peut être super intéressant de venir faire une toile. Et là, je vous dis que ça inspire une vidéo. La raison pour laquelle, c'est que je pense que les fois où est-ce que je skip le plus souvent les toiles, c'est lorsque je fais les cours. Parce que monter un cours, le créer, le faire, le patronage, faire le projet, faire le montage, faire le document qui accompagne le cours, c'est vraiment très long. Fait que bien souvent, je skip l'étape de la toile en me disant j'ai confiance en mes qualités de couturière. Puis c'est pas nécessairement que finalement j'ai pas ces qualités de couturière-là, mais c'est que des fois, il y a des erreurs qui se glissent. Des fois, on n'utilise pas le bon tissu. Des fois, on a oublié de rajouter un pouce pour la valeur d'aisance. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en ligne de compte. Fait qu'il y a certains projets du cours que j'aime vraiment beaucoup, mais que je voudrais refaire dans les bons tissus et changer certaines choses, considérant les erreurs que j'ai trouvées parce que j'avais pas fait de toile, bien j'ai envie de refaire certains projets. Fait que ça va être probablement une vidéo du mois d'octobre-novembre dans ces eaux-là. Tout ça pour dire que pour certains projets, peut-être pas pour tout, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas virer fou. Puis des fois, je veux dire, je vais pas faire une toile pour faire un Solange, je vais pas faire une toile pour faire un Adrien, qui sont des patrons de la petite armoire, pour ceux qui ne le savent pas. Une petite plug en passant. Mais il y a certains projets, comme je vous disais, que ce soit le pantalon, le maillot de bain, ou des projets que vous avez un tissu que vous avez payé cher, que vous trouvez extraordinaire, que vous ne retrouverez pas facilement. Des fois, ça vaut la peine, avant de le couper, ce projet-là, de peut-être s'enlever un peu d'éléments anxiogènes et de venir le faire tout d'abord dans un autre tissu qui ressemble énormément au tissu qu'on va utiliser. Vous le savez, la toile, c'est notre brouillon. On doit utiliser un tissu quasi pareil à notre projet final, mais bref, il y a certains projets que ça vaut définitivement la peine. Que parce que ce soit un projet qui est difficile à ajuster, c'est pour ça que je nomme pantalon et maillot de bain depuis tantôt, ou tout simplement parce que vous voulez attendre pour faire votre propre dans le beau tissu que vous avez et que vous voulez vous assurer de faire la bonne chose. Fait que c'est pour ça que de faire une toile pour s'assurer qu'on a la bonne taille, c'est crucial, important. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Non, mais on le fait au bon moment. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile et que ça va vous donner des petits trucs pour booster votre game de couture. Et mon mot de la fin sera quand même douceur, s'il vous plaît. On se garde un peu de douceur dans les créations qu'on fait. Ça sera pas toujours parfait, ça sera pas toujours extraordinaire. Des fois, on va avoir envie de tourner les coins ronds, mais des fois, avec des petits trucs, on est capable de faire de gros changements. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous de la vidéo. À cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos si jamais vous trouvez que la vidéo d'aujourd'hui vous a vraiment aimé. Et pour toutes celles qui ont envie d'encourager la chaîne un petit peu plus, sachez que mon lien Patreon est toujours laissé en dessous de vidéo. On fait des clubs de couture, on fait des clubs de lecture, on fait des sprints où est-ce qu'on coud tout le monde ensemble. On est motivé, on s'aime, on s'apprécie et on a toujours beaucoup de plaisir. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.